Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors pour terminer la semaine, je vais répondre aux questions que j'ai reçues par message vocal, les questions que j'ai reçues sur le répondeur. Alors maintenant en description de chaque podcast, t'as un lien qui te permet de poser une question ou alors de laisser un message vocal, ça peut être juste une idée que tu as envie de partager. L'essentiel c'est que ça dure moins d'une minute, je préfère que ça reste court pour avoir le temps de prendre plus de personnes. Et moi ce que je fais c'est que une fois par semaine, je sélectionne quelques questions, quelques messages et je les fais passer dans le podcast et je prends le temps d'y répondre, je pense que ça peut être sympa, comme ça je suis pas tout seul non plus à parler dans ce podcast-là. Donc on commence tout de suite avec une question d'Egon, c'est parti. Salut Antoine, écoute, ça fait un moment que je te suis et ma question c'est la suivante. J'ai commencé à vendre des formations et je me suis lancé dans la création de contenu il y a pas si longtemps que ça, même si je fais des vidéos depuis beaucoup plus longtemps. Et voilà, je voulais juste te demander si tu devais retourner dans ton passé au moment où tout a vraiment décollé pour toi, où tout a commencé à marcher un peu de la façon dont tu voulais, quels seraient les conseils que tu donnerais, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui commence, qui a certains résultats mais qui sont pas du tout encore à la hauteur de ce qu'il espère? Quels conseils tu pourrais vraiment lui donner notamment sur YouTube? Je préfère préciser. Moi, je suis sur un format vidéo, pas du tout podcast, tu vois. Vraiment, si tu retournes en arrière au moment où tu as commencé, voilà, quelles seraient les choses qui, selon toi, ont vraiment fait décoller ton activité, tout ce que tu fais, le fait que tu trouves une audience vraiment qui t'aime? Quels conseils t'aurais à donner, quoi, si t'en avais un ou deux maximum? Merci. Alors, moi déjà les conseils, je pourrais pas te donner les conseils que moi j'ai suivis quand j'ai débuté, parce que moi j'ai débuté il y a plus de 5 ans. À l'époque, YouTube était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, les podcasts existaient quasiment pas, c'était les blogs à l'époque qui étaient à la mode et moi je me suis lancé là-dedans et les techniques qu'on utilisait à l'époque pour démarrer, pour trouver du trafic ne fonctionnent plus vraiment aujourd'hui. C'était des techniques qui consistaient principalement quand tu débutais à aller spammer un petit peu les forums. Aujourd'hui, il y a plus vraiment de forums, à aller laisser des commentaires sous d'autres blogs. Bon, c'est pas forcément des bonnes techniques que je pourrais te donner là. Déjà, j'ai envie de te dire, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ta thématique, de ton format, de ton audience. Mais moi, je commencerais par me fixer un objectif, tu vois, un objectif réaliste. Pas l'objectif d'avoir 100 000 abonnés ou 1 million, un truc simple qui te permet de vivre clairement de ce que tu fais. Et aujourd'hui, si tu veux vivre clairement de ton activité, si tu veux, on va dire, avoir au moins 2 000 € par mois ou peut-être 1 500 avec ton activité, tout en étant, en vendant des formations, donc en faisant à peu près ce que je fais, moi je dirais que l'objectif à viser c'est 200 vrais fans. Tu sais, il y a un concept, je crois que c'est Seth Godin qui avait parlé de ce concept en premier, mais je suis pas sûr, c'était le concept des 1000 vrais fans. Le concept était que n'importe qui peut vivre de son art à partir du moment où il a au moins 1000 vrais fans. Et c'est très intéressant parce que ça donne de l'espoir à pas mal de personnes, à pas mal d'artistes notamment, et ça donne un objectif clair à viser. Et moi je voudrais dire que dans notre domaine à nous, qui n'est pas vraiment un domaine artistique, qui est plus un domaine d'apport de valeur, où tu peux justement gagner ta vie avec une audience vraiment restreinte, j'ai vu des gens qui ont commencé à gagner leur vie qui avaient peut-être 100, 200 vues sous leurs vidéos, donc on parle vraiment d'une petite audience, tu vois. Pour la plupart des gros youtubeurs, 100 ou 200 vues c'est ridicule, c'est rien du tout. Et c'est pour ça que c'est important de pas se comparer aux gros youtubeurs, de pas se comparer à ce qui est incomparable, de pas se comparer à la vitrine d'autres gens, mais d'essayer d'avoir un objectif qui est clair. Si t'as 200 aujourd'hui gens qui sont vraiment fans de ce que tu fais, qui sont potentiellement clients pour acheter tes produits, tu peux vivre de ton activité. Donc je commencerai par me fixer cet objectif-là, 200 abonnés qualifiés, 200 personnes qui pourraient être intéressées par ce que je fais, acheter mes produits. Ensuite, il y a 2 axes. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'il faut travailler sur ces 2 axes en même temps. Le premier axe c'est le moteur et le deuxième axe c'est l'essence. Le moteur c'est quoi? Le moteur c'est ton contenu, c'est à quel point est-ce que ton contenu intéresse les gens, à quel point est-ce que ton contenu transforme les gens.
Comment tu fais pour passer de une personne qui ne te connaît pas, qui arrive chez toi par hasard, à quelqu'un qui adhère à fond à ce que tu fais, qui se forme grâce à toi, qui avance grâce à toi, qui est fan, qui parle de toi à ses amis? Comment tu fais pour passer de ce stade, du stade du parfait inconnu au stade du vrai fan? Et ça va passer par le contenu, par la construction de ton contenu, par les grandes idées que tu vas passer. Donc ça, c'est le premier axe et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est du contenu qui accroche, c'est le moteur. Bien sûr, sans moteur, tu peux faire avancer aucune voiture. Mais après, il y a un deuxième axe parce que le moteur c'est bien, mais s'il n'y a pas d'essence, la voiture elle va pas avancer. Et l'essence quand on est créateur de contenu, c'est quoi? C'est l'audience, c'est les gens qui vont rentrer. C'est-à-dire que tu peux faire le meilleur contenu du monde, encore une fois, s'il y a personne qui tombe dessus, ça va être très difficile. Il y a pas de bouche à oreille s'il y a pas de bouche à la base, tu vois. Donc il faut avoir les premières personnes qui vont faire de l'attraction, qui vont démarrer l'effet boule de neige. Et pour ça, c'est pas très glorieux, mais il faut faire des trucs de débutant, c'est-à-dire qu'il faut faire du parasitage. Alors ce que moi j'appelle du parasitage, c'est se focaliser, c'est utiliser en fait l'audience de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que dans ta thématique, t'as des gens souvent qui sont connus, qui ont déjà une audience, qui ont déjà une notoriété. T'as aussi des tendances ou des produits ou des marques qui font parler d'elles. Je vais donner un exemple. Tu vois, beaucoup de sites technologiques ou même des sites pas technologiques parlent énormément d'Apple. La couverture médiatique autour d'Apple est absolument démesurée par rapport à la couverture médiatique autour des autres marques. Pourquoi ils font ça? Ils font pas ça parce qu'ils aiment Apple ou pour être charitable. Ils parlent énormément d'Apple parce que Apple attire naturellement l'audience. Apple est une marque qui attire de l'audience, en tout cas dans la thématique des technologies grand public. Et donc ces gens-là vont parler d'Apple pour attirer de l'audience, pour parasiter si tu veux cette marque. Et c'est probablement une des choses les plus efficaces si tu débutes et que t'as personne. Je pense notamment au podcast Nouvelle École, qui est un podcast que j'aime beaucoup. C'est un gars qui fait des interviews. Il a démarré il y a peut-être 1 an et demi, tu vois, c'était il y a pas très longtemps, ça reste assez récent. Et il a explosé, il est devenu un des podcasts numéro 1 en France. C'est quoi sa recette? C'est quoi sa recette miracle? Est-ce qu'il s'est contenté de faire du bon contenu? Non, bien sûr qu'il a fait du bon contenu. Mais ce qui a vraiment fait qu'il a décollé et que ça a été extrêmement rapide, c'est le parasitage. Et comment il a fait du parasitage? En interviewant des gens qui étaient plus connus que lui. En interviewant des entrepreneurs, en interviewant des athlètes, des youtubeurs, des comédiens, des gens qui avaient déjà une audience. Et forcément, ces gens-là, s'ils passent dans le podcast et qu'ils considèrent qu'ils ont fait une bonne prestation, ils vont partager ça. Ils vont partager ça à leur audience. Et même s'ils le partagent pas à leur audience, s'ils sont vraiment intéressés par la personne en question, ils vont tomber sur ce podcast. Et après, ils vont dire, tiens, c'est intéressant, c'est des bonnes interviews, je vais m'abonner. Donc, c'est un des meilleurs exemples de parasitage que je connais, c'est toi, tu peux faire ça. Tu peux faire des interviews, mais pas seulement des interviews. Tu peux faire des collaborations avec d'autres youtubeurs, tu peux surfer sur des tendances, tu vois, dès qu'il y a un nouveau produit, un nouveau truc qui sort, un truc dont tout le monde parle, un événement dans l'actualité ou quelque chose, faire tout de suite une vidéo dessus. Alors je pense notamment, il y a un autre exemple qui me revient en tête, c'est un youtubeur qui parle de séduction, je sais plus comment il s'appelle, si je crois qu'il s'appelle Les Philogines, et ce gars-là fait une série de vidéos qui s'appelle J'applique la technique de drague 2. Et donc il fait j'applique la technique de drague de je sais pas qui, j'applique la technique de drague de je sais pas qui. Et à chaque fois il s'amuse à prendre des gens qui sont peut-être un peu controversés, ou des gens de qui on parle en ce moment, ou des gens qui sont en tendance. Et en faisant ces vidéos-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est très intelligent parce qu'il parasite une personnalité ou une tendance ou un sujet connu qui a déjà son audience, et il fait le pont, il se contente pas d'en parler, il fait le pont avec son sujet à lui, qui est la séduction. Et donc ça lui permet de trouver des gens dans cette thématique-là et de le faire d'une manière assez originale et assez amusante. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est à toi de trouver comment tu peux faire ça. C'est à toi d'être ingénieux, d'être créatif là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir un maximum d'interaction. Je sais que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup moi aujourd'hui, mais aujourd'hui j'en ai plus besoin. Mais au début, tu fais quoi? Au début, tu réponds à tous les commentaires, tu réponds à tous les gens qui t'envoient des messages sur Instagram, tu laisses des commentaires, t'es actif, t'envoies de la valeur, t'envoies un maximum de valeur à un maximum de monde. Et c'est comme ça que des gens vont commencer à sympathiser avec toi, et c'est comme ça que tu vas commencer à avoir l'attraction dès le début. C'est comme ça que tu vas faire tes 10 premiers vrais fans. Et si t'as à avoir 10 personnes, si t'arrives à avoir seulement ne serait-ce que 10 personnes qui sont vraiment fans de ce que tu fais, c'est bon signe. Déjà, t'as le côté, t'es rassuré, tu sais que tu vas dans la bonne direction, tu sais que c'est bon, quoi, tu peux continuer à travailler. Évidemment, ça va prendre du temps, mais au moins tu sais que tu vas dans la bonne direction parce que t'as déjà des gens qui sont fans. Voilà, donc ça c'est les conseils que je peux te donner, apprendre ou à laisser, simplement c'est des conseils qui marchent, que moi j'ai pu voir chez d'autres gens, et je te garantis que si tu as un bon business model vraiment efficace, tu peux gagner ta vie avec 200 abonnés qualifiés sur ta chaîne YouTube, ou en tout cas 200 vues par vidéo. J'ai vu des gens qui arrivaient à gagner leur vie avec, tu vas peut-être pas gagner des milliers des cents, mais tu vas déjà avoir un SMIC. Ensuite, question suivante, c'est une question de Adrien, c'est parti.
Salut Antoine, c'est Adrien. J'aurais voulu savoir comment tu allais te débrouiller pour acheter ton fameux studio sur Paris. Est-ce que tu suis des formations dans l'immobilier pour faire la bonne affaire? Si oui, lesquelles? Et continue tes vidéos, elles sont vraiment top. Merci Adrien. Alors ouais, j'en avais parlé à un moment. En fait, ce que je voudrais faire, alors c'est pour les gens que ça intéresse, hein. On va pas parler de création de contenu là. Ce que je voudrais faire, c'est acheter un studio à Paris, dans le centre de Paris, et acheter un petit studio, une chambre de bonne, tu vois, et m'en faire un petit studio d'enregistrement, un espace à moi, un espace qui m'appartient où je peux aller absolument quand je veux. Tu vois, aujourd'hui chez moi, tu vois, je suis en couple, j'ai les animaux et tout, donc c'est pas forcément simple. Je suis un peu obligé de m'adapter et j'ai pas envie d'adapter mes horaires aux autres, tu vois. Enfin, j'ai pas fait ce boulot-là pour commencer à adapter mes horaires comme un salarié. Donc mon but, c'est un peu de recréer, de créer un safe space, un espace à moi, un espace qui m'appartient, dans lequel je peux aller quand je veux, un espace dans lequel je suis bien pour travailler, dans lequel j'ai pas d'interruption, dans lequel j'ai personne qui me dérange. Et en fait, ce que j'aurais voulu faire à la base, c'était l'acheter cash. C'était économiser bien pendant un an et demi ou 2 ans, et puis l'acheter cash. Maintenant, je sais pas si je vais faire ça. Je sais pas si je vais l'acheter cash, simplement parce que j'ai pas envie d'attendre 2 ans. Déjà, j'aimerais bien l'avoir assez rapidement. Et ensuite, parce que je voudrais peut-être quelque chose d'un petit peu plus grand que ce qui était prévu à la base. Et un studio à Paris, enfin, tu sais, si t'habites à Paris, c'est vraiment très cher. Donc j'ai pas encore suivi de formation sur l'immobilier. C'est pas un domaine qui m'intéresse. C'est pas un domaine qui m'intéresse pour l'instant. Et moi, j'ai beaucoup de mal à me former sur un domaine qui m'intéresse pas vraiment. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'applique la technique du juste à temps, c'est-à-dire que je me forme uniquement quand j'en ai besoin. Donc là, je suis pas encore en train de rechercher l'appart. Dès que je vais commencer à m'y mettre, à vouloir faire un prêt, etc., je vais me former probablement intensivement à ce moment-là. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de gens qui sont sympas, qui sont un peu dans mon style, enfin, qui sont, qui sont honnêtes, quoi, qui sont pas en mode gourou qui essaie de te refiler son truc à 3000 balles. Si t'as des bons formateurs en immobilier, n'hésite pas à me les partager. Moi, ça m'intéresse toujours. Enfin, ça va en tout cas m'intéresser bientôt. Ensuite, j'ai une question de Amélie. C'est parti. Antoine, merci déjà. Bonjour Antoine, merci déjà pour le travail que tu fais. Donc voilà, j'avais une question à te poser. Moi, je viens d'ouvrir une chaîne YouTube. J'ai monté mon business avec une formation en ligne. Seulement, je n'arrive pas à vendre ma formation. Alors pourquoi? Parce que je n'ai pas d'abonnés, je n'ai pas de gens qui suivent ma chaîne. J'ai envoyé 5 vidéos, les 5 avec des bonnes vignettes. La chaîne, on va dire qu'elle peut attirer du monde, mais j'ai tellement peu de vidéos en ligne. Alors, tu me diras, oui, il faut mettre des vidéos, forcément, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Je peux pas avoir 50 vidéos du jour au lendemain, donc j'en fais tous les jours. Là, aujourd'hui, j'ai 5 vidéos et je n'attire aucun trafic. Aucun trafic sur ma chaîne YouTube et sur la vente, pour vendre ma formation derrière, bien entendu. Donc, je voulais savoir comment se faire connaître sur YouTube quand on part vraiment de zéro. Alors, outre le fait de faire des vignettes accrocheuses, un logo et une bannière YouTube accrocheuse, hein, ça c'est déjà fait. Je veux dire, ça décolle pas au bout de 2 vidéos. Donc j'aimerais savoir si tu as des petites astuces pour faire directement décoller ta chaîne. Voilà, je te remercie de répondre à la question et bonne continuation à toi. Bonjour Amélie. Alors, je vais être très clair avec toi. Si tu veux être payé pour ce que tu fais dès la première semaine, va bosser chez McDo. Voilà, je suis désolé, mais il y a un truc génial avec le boulot de salarié, vraiment extraordinaire, c'est que t'es payé dès le premier jour de travail. T'arrives, tu mets ton tablier, on te paye. C'est absolument extraordinaire. Quand t'es entrepreneur, ça marche pas comme ça. Quand t'es entrepreneur, généralement tu bosses beaucoup, tu bosses longtemps, et au bout d'un moment t'es payé. Et quand tu fais ce boulot-là, le boulot que je fais moi, le boulot que je promotionne, tu vois, le boulot de créateur de contenu, t'as une sorte de graphique en X, et c'est ce graphique là qui filtre les gens qui sont pas faits pour faire ce boulot là. Et ce graphique en X, ça ressemble à quoi? T'as deux courbes, la courbe du temps de travail et la courbe des résultats, des revenus. Et si tu te débrouilles bien, si tu montes un bon business, généralement la courbe du temps de travail nécessaire pour faire le minimum, c'est-à-dire pour faire ton contenu, est censée baisser avec le temps parce que tu gagnes en expérience, et la courbe des revenus est censée monter avec le temps jusqu'à ce que ces deux courbes se croisent et qu'au bout d'un moment tu aies de bons revenus pour peu de travail. Mais évidemment ça arrive pas dès le premier jour. Les premiers jours il faut bosser, et moi j'ai mis 6 mois avant de lancer ma première formation et j'ai fait moins de 20 ventes. Enfin je sais pas si tu te rends compte, 6 mois j'ai fait moins de 20 ventes, et avant j'ai dû publier, j'ai dû publier 50 articles. À l'époque c'était des articles de blog, j'ai dû en publier 50 avant de lancer mon truc.
Et la raison pour laquelle j'ai continué à le faire pendant 6 mois alors que je gagnais rien, alors que j'avais aucun résultat, c'est parce que j'avais envie de le faire, c'est parce que ça me faisait plaisir, c'est parce que j'y croyais. C'était pas seulement pour le résultat, c'était aussi pour le chemin, c'est parce que j'aimais le chemin. Et si toi ça te gonfle de faire des vidéos, je connais pas ton cas, je suis pas allé voir ta chaîne, je connais pas tes vidéos, je les ai pas vues. Mais si toi tu fais ça uniquement pour le résultat, c'est-à-dire uniquement pour le lifestyle que ça peut t'apporter, mais que pour toi faire le contenu c'est un obstacle, c'est pas mon contenu qu'il faut suivre, c'est pas moi qui vais t'aider, parce que moi je parle aux gens qui ont envie de le faire à la base, je parle aux passionnés, je parle aux gens qui seraient presque prêts à le faire s'ils étaient pas payés pour ça. Donc là, t'as fait 5 vidéos. Tu dis que t'en fais tous les jours. Ça veut dire que ça fait 1 semaine que tu t'es lancé. 1 semaine. Alors, peut-être qu'on ne suit pas les mêmes youtubeurs, mais moi, je ne connais aucun youtubeur, même ceux qui ont une réussite fulgurante, je connais aucun youtubeur qui a eu des premiers résultats exceptionnels dès la première semaine. Ça n'existe pas. La première semaine, c'est une semaine de test. C'est une semaine où tu publies. Et tu peux pas me dire que tes vidéos sont bien. Je ne te crois pas. Si c'est tes 5 premières vidéos, elles ne peuvent pas être bien. Et si aujourd'hui tu les trouves bien, tu verras quand tu les regarderas dans 3 ans, tu les trouveras pourries. Moi, quand je regarde mes premières vidéos, je les trouve hallucinamment nulles. Et pourtant, à l'époque, j'en étais satisfait. Donc ces premières vidéos, elles servent à quoi? Ces premières vidéos, elles servent pas à avoir des abonnés. Ces premières vidéos, elles servent pas à avoir des résultats. Ces premières vidéos, elles ne servent à qu'une chose, c'est à tester, à te tester toi-même, à t'entraîner, à t'améliorer. C'est des vidéos, si tu veux, c'est un peu comme quand t'as eu des travaux de plomberie qui ont été faits chez toi et que tu allumes l'eau, tu la fais couler pendant 5 minutes pour que toute la terre sort et ensuite tu peux te laver les mains. C'est l'eau, les premières gouttes qui vont sortir, c'est certainement pas des gouttes que tu vas boire, heureusement. C'est des gouttes qu'il faut laisser tomber pour avoir ensuite l'eau de qualité. Et c'est pareil avec tes vidéos, tes 5 premières vidéos, c'est pas des vidéos qui vont être utiles pour développer ton audience et ton business. Tes 5 premières vidéos, c'est des vidéos qui vont être utiles pour faire 5 vidéos suivantes qui seront un peu moins pourries que les 5 premières. Et puis les 5 suivantes seront encore un peu moins pourries. Et au bout d'un moment, tu passeras de moins pourri à mieux. Et au bout d'un moment, tu passeras à mieux à très bon et de très bon à excellent. Et à ce moment-là, tu pourras attendre des résultats. Et à ce moment-là, ce sera le moment de se poser des questions. Pourquoi ça attire pas d'audience? Pourquoi ça se développe pas? Mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas salarié. Moi, j'ai aucun jugement de valeur à faire sur les salariés. C'est juste ces 2 choix radicalement différents. Si t'es salarié, tu es payé à l'effort que tu fournis. Ça veut dire que t'es payé à l'heure. Si tu travailles 4 heures, t'es payé pour 4 heures. Si tu travailles 10 heures, t'es payé pour 10 heures. Quand t'es entrepreneur ou indépendant, c'est radicalement différent. T'es payé au résultat. T'es payé à la valeur que tu apportes aux gens. T'es payé à la qualité du système que t'as créé. Mais t'es pas payé à l'effort. T'es pas payé au mérite. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est pas parce que t'en as chié pour faire ces 5 premières vidéos que tu devrais être plus payé que moi qui ai fait de 3 vidéos en 2 heures. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé que ce soit injuste ou ce que tu veux, c'est juste pas comme ça que ça marche. Et puis la dernière chose, c'est que c'est pas toi qui décide si tes vidéos sont bonnes. C'est pas toi qui dis mes vidéos elles sont bonnes, elles ont une bonne miniature, elles ont un bon titre, elles ont un bon contenu. C'est tes abonnés, c'est les gens qui te suivent qui décident si tes vidéos sont bonnes. C'est le marché qui décide si ton produit est bon. C'est pas toi. Il y a pas de bon produit qui n'a pas de marché et qui n'a pas de clients. Ça fonctionne pas comme ça. Un bon produit, c'est un produit qui trouve son marché. Des bonnes vidéos, c'est des vidéos qui trouvent son audience. Alors on peut échouer, on peut rater une vidéo, mais on peut pas réussir une vidéo qui va pas marcher derrière. C'est une vidéo qui marche pas, c'est quoi? C'est une vidéo qui ne fait pas 3 choses. D'abord, qui n'attire pas d'audience, qui ne vend pas et qui ne convainc pas. Ça, c'est une vidéo pour moi qui est ratée. Si elle fait au moins une de ces 3 choses, c'est une vidéo qui peut être réussie. Mais si elle fait aucune de ces 3 choses, c'est une vidéo qui est ratée. Et ces 5 premières vidéos, si elles sont réussies, c'est un miracle. C'est qu'il faut, il faut que tu te lances à plein temps là tout de suite et tu vas devenir millionnaire. Mais ça m'étonnerait. Franchement, je suis pas allé voir tes vidéos, mais si c'est tes 5 premières vidéos, à mon avis, je vais les voir, je vais pas trouver que ce sont des vidéos réussies. Même la miniature, même le titre, quel que soit le temps que t'as passé dessus, il y a très peu de chances que ce soit réussi. Et je te le dis alors que je les ai même pas vus, mais je le dis simplement parce que d'expérience, j'ai rarement vu quelqu'un qui a fait, même des excellents créateurs de contenu, même les meilleurs, qui ont réussi leurs 5 premières vidéos. Donc, reviens me voir quand t'as fait 36 vidéos. 36 vidéos, c'est quoi? C'est 3 vidéos chaque semaine pendant 3 mois. Alors oui, bien sûr que c'est du boulot. Est-ce que c'est du boulot qui est gâché? Est-ce que c'est du boulot qui est perdu?
Alors, il y a 2 cas de figure. Soit ça t'aide à lancer ton business d'école grâce à ces 36 vidéos, et dans ce cas-là, c'est certainement pas du boulot qui est gâché, qui est perdu. Soit, t'allais pas dans la bonne direction, ça marche pas, et c'est pas non plus, pour moi, des vidéos qui sont gâchées, qui sont perdues, parce que t'auras progressé sur le chemin. Je peux te garantir que ta 36e vidéo, elle sera meilleure que ta 5e. Et non seulement t'auras progressé, mais si t'as pas les résultats que tu voulais, tu sais au moins ce qui ne marche pas. Donc voilà, si tu veux être payé dès la première semaine, sincèrement, et je te dis avec aucun mépris, trouve-toi un job de salarié, parce que c'est le principe d'être salarié, c'est l'avantage numéro 1 d'être salarié, c'est que t'es payé dès le premier jour, et t'es payé quel que soit tes résultats. Mais si tu veux monter un système qui travaille pour toi, si tu veux monter un business avec un graphique en X, c'est-à-dire que plus le temps avance, moins t'as d'efforts à se fournir pour les résultats que tu vas avoir, il faut être patient. Et je te dis vraiment avec toute la bienveillance du monde, il faut être patient. Il faut s'entraîner, il faut aimer s'entraîner, il faut aimer s'explorer, il faut aimer explorer. Il faut pas se plaindre et il faut pas attendre d'avoir des résultats qui tombent tout crus dans sa bouche. C'est pas parce que t'as suivi une formation qui t'a montré comment faire et que t'as pas des résultats au bout de 5 jours qu'il y a moyen de se plaindre. Il y a aucune raison de se plaindre. Le business model, il marche. Je connais des tas de gens qui réussissent très bien avec ce business model-là, mais je connais personne qui réussit au bout d'une semaine. Et si la personne qui t'a vendu cette formation t'a fait cette promesse, c'est simplement un menteur, il faut arrêter de suivre les formations de cette personne-là. Ensuite, j'ai une question de Quentin. Salut Antoine, tu parles souvent et à juste titre de créer son propre business d'indépendance financière. Et ma question aujourd'hui, elle porte sur la motivation. Comment rester tout le temps motivé et comment avoir tout le temps l'impression d'avancer dans sa vie et d'avancer dans ses projets? Car personnellement, j'ai l'impression d'avoir des périodes dans l'année où en effet j'ai ce feu de vie et j'ai l'impression d'avancer, d'être dans quelque chose de constructif. Et il y a malheureusement énormément de jours dans l'année où j'ai l'impression de pas être motivé, d'être fatigué, de procrastiner et de jeter des jours à la poubelle. Je sais pas si tu vois cette notion de tu enchaînes des journées qui ne servent à rien, où tu ne construis rien et où tu ne fais rien. Donc comment dans un ratio de jours de l'année avoir beaucoup plus de jours constructifs en avance que de jours inutiles qu'on jette à la poubelle, car c'est hyper frustrant d'avoir cette impression et ce ressenti. Alors elle est intéressante ta question, je vois très bien de quoi tu veux parler, le fait de jeter des jours à la poubelle, tu l'as très bien formulé, c'est un peu ce que je ressens aussi parfois. Je vais te donner mon avis là-dessus. Je pense qu'il y a aucun moyen, en tout cas pas pour un mortel, pas pour moi, sûrement pas pour toi, il y a peut-être des gens qui y arrivent, mais c'est des Américains qui vivent sur une autre planète, moi je les ai jamais rencontrés ces gens-là, il y a aucun moyen d'être motivé tous les jours. Il y a aucun, je connais personne, et moi j'ai jamais réussi à être motivé tous les jours. Et je pense que la raison, elle est simple. La raison, c'est qu'on se trompe d'objectif. La motivation, c'est une émotion. Au même titre que la colère, la joie, la tristesse, tout ça, c'est des émotions. Et une des caractéristiques principales des émotions, c'est qu'elles sont limitées dans le temps. Elles sont furtives. Une émotion, ça vient, ça repart. On s'est tous déjà mis en colère contre quelqu'un ou contre quelque chose. Et puis ensuite, on va courir, on va faire une balade, on revient, et puis on sait même plus pourquoi on était énervé. On a envie de continuer à être énervé, mais finalement, on n'est plus en colère. La colère disparaît d'elle-même avec le temps. C'est la magie avec les émotions, c'est qu'elles peuvent être très très intenses, mais elles peuvent aussi disparaître extrêmement vite. Et la motivation, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes les décisions qui sont prises dans la motivation. De la même manière qu'il faut faire attention aux décisions qui sont prises dans la colère. C'est aussi stupide de travailler avec la motivation que de prendre une décision sur la colère. On sait tous que prendre une décision sur la colère, ça fait des mauvaises décisions. Tu vois, on est énervé contre quelqu'un, ah, c'est bon, je te quitte, ou alors je me barre, voilà, on dit des trucs méchants qu'on va regretter pendant des mois. Bref, on sait que quand on est énervé, la meilleure chose à faire, c'est de s'éloigner, d'attendre, de laisser passer peut-être une nuit et de revenir. Parce que quand on prend des décisions, qu'on fait des actions, qu'on dit des choses sur la colère, c'est souvent des mauvaises décisions, des mauvaises actions ou des choses qu'on va regretter d'avoir dit. Je pense que c'est la même chose avec la motivation. La motivation est une émotion. Et si tu comptes uniquement sur la motivation pour te donner de l'énergie au travail, ou dans un sport, ou même dans n'importe quoi, je pense que c'est une erreur, parce que il y a un jour où ça va te paraître super facile. Par exemple, là ce matin je suis allé courir, j'étais ultra motivé, ça m'a paru facile, j'étais dans un bon mood. Et puis, si ça se trouve, demain, j'aurai plus du tout cette même motivation et du coup, je vais arrêter. Et donc, si je veux me mettre à courir tous les jours, c'est pas un bon plan de me reposer sur la motivation. Pour moi, il y a une bonne alternative, et cette alternative, c'est de créer un système. Créer un système pour tout.
Et créer un système surtout qui est indépendant de la motivation. Ça peut être quoi? Ça peut être une organisation de ta journée, tu vois, une organisation simple. Et souvent, un bon système, c'est un système simple, c'est un système qui est facile à démarrer. Si tu commences par te dire, moi je me suis déjà lancé des trucs complètement débiles. Par exemple, j'ai une barre de traction chez moi, tu vois, dans un encadrement de porte. À un moment je m'étais dit allez tiens je vais me lancer un défi, à chaque fois que je vais passer sous cette porte là je vais faire 10 tractions, tu vois. Bon c'est évident que ce défi j'ai tenu une demi-journée et que au bout d'un moment tu vois j'avais juste envie d'aller bouffer une banane dans la cuisine, j'allais pas m'amuser à faire 10 tractions à chaque fois que j'y allais. Et ça c'est des décisions qui sont prises dans la motivation et souvent qui paraissent faciles au moment où t'es motivé, parce que quand t'es motivé tu dis ouais t'es là, tu viens d'écouter une vidéo de Tony Robbins, t'es là, t'es à fond, tu vois allez je peux tout faire et tout. Et puis bon, au bout d'un moment, la réalité, elle te rattrape. Et je connais même beaucoup de gens on connaît des gens en tout cas qui ont bâti une carrière sur la motivation. Je pense notamment aux motivational speakers, tu vois, aux coachs un peu développement personnel, tu vois, les mecs qui sont là aux coachs quoi, qui sont là en train d'essayer de bouger les gens, qui souvent se retrouvent à une période de leur vie où ils sont plus motivés quoi, où ils ont juste envie de se poser, pépère avec leur famille, d'aller en vacances au soleil, ils ont envie qu'on leur foute la paix, et ils se retrouvent coincés parce qu'ils ont construit leur boulot sur la motivation et au bout d'un moment ils ont plus de motivation. Je sais pas, tu penses à des mecs qui sont vraiment axés là-dessus comme Gary Vaynerchuk, tu vois, qui fait des vidéos vraiment ultra motivationnelles. Alors c'est vrai, quand tu regardes de ces vidéos t'as envie de te bouger, t'as envie de déplacer des montagnes, mais tu dis si à un moment le gars il est saoulé quoi, voilà, il est saoulé d'être sur son téléphone toute la journée, de faire du contenu tout le temps, d'essayer de motiver les gens, il a juste envie de se reposer pépère et d'aller d'aller faire un stage chez les bouddhistes pour se détendre un peu et se déconnecter du temps réel. Il devra faire une pause dans sa carrière, il a pas le choix puisqu'il a construit sa carrière dessus. Moi je sais que je suis pas quelqu'un d'ultra motivé constamment, je sais que mon humeur change énormément, il y a des jours où je suis à fond, des jours où je suis pas du tout. Donc j'ai essayé de construire un business qui n'est pas dépendant de cette émotion là. Construire un business qui est dépendant d'un système, et le système il est simple, c'est je me lève le matin, j'enregistre un podcast, j'enregistre un audio, ensuite je lis, je m'intéresse, je lis des trucs, mais tranquillement, tu vois, il y a pas de, tu vois, je me prends pas 50 000 rendez-vous et tout, j'évite de me prendre trop de rendez-vous trop longtemps à l'avance parce que je sais pas si j'ai envie d'y aller le jour même, et puis ensuite je fais ma journée tranquille et je mets pas trop de trucs dans ma journée parce que j'anticipe le fait que je n'ai aucune idée à l'avance si je serai motivé ou pas, je ne le sais pas. Donc je fais en sorte d'avoir un système qui est ultra simple. Pour moi, faire un podcast, ça prend littéralement le temps du podcast. C'est-à-dire que je prends peut-être 10 minutes avant ou 20 minutes pour noter quelques trucs, pour me faire une petite fiche avec des mots-clés. Ensuite, je branche mon iPhone à mon micro et je parle. Et ensuite, j'appuie sur un bouton, c'est uploadé, j'ai plus qu'à ajouter une description, un titre et puis c'est fini. J'ai rien d'autre à faire, tu vois, je me suis pas dit ouais, à chaque fois je vais faire un montage, machin, je vais couper tel et tel truc, ensuite je vais ajouter ça, je vais faire une super miniature. Non. Parce que je sais que ça va dépendre des jours. Il y a des jours où j'aurais pas envie de le faire. Il y a un moment aussi où ça va me saouler quand on fait la même chose tous les jours et qu'il y a pas de changement et que c'est toujours à peu près la même chose. Il y a au bout d'un moment on n'a plus envie de le faire. Donc 2 conseils que je peux te donner si t'es un peu comme moi, c'est-à-dire si t'as des jours où que t'as l'impression de jeter à la poubelle. Crée un système qui est indépendant de ta motivation et fais en sorte que dans ce système-là, la tâche la plus importante de ta journée, elle soit effectuée le matin, avant les moments qui te cassent ta motivation. Un moment qui te casse ta motivation, c'est quoi? Souvent c'est un repas, par exemple un gros repas bien lourd, tu vois, t'es en digestion, t'as plus envie de rien faire. Souvent c'est regarder un épisode d'une série sur Netflix, ça peut te ruiner une journée, tu vois. Si c'est une bonne série, hop, tu la regardes, t'es à fond, ça y est, t'es foutu, tu restes devant. Ça peut être scroller. Et la pire chose qu'on puisse faire, je pense, c'est se réveiller le matin, prendre son iPhone et scroller sur Instagram, parce que tu commences ta journée déjà dans un état de passivité, tu vois, dans un état, moi je déteste ça, tu vois, je fais en sorte de pas allumer mon smartphone avant au moins 2 ou 3 heures après mon réveil. Moi je veux commencer ma journée dans l'action, et souvent la motivation elle est là au réveil, la motivation elle se perd avec ensuite les actions que tu fais dans ta journée, c'est un peu que tu vois, la volonté se draine pendant ta journée. Donc je te conseillerais ça, et puis la deuxième chose c'est t'autoriser du repos. Tu vois, même les moments où t'es ultra motivé, t'as envie d'en faire plein. Ne fais pas des plans sur la comète quand t'es ultra motivé, de la même manière que tu vas pas prendre des décisions quand t'es en colère. Souvent, ça va être des mauvaises décisions. Donc, tu vas pas prendre des grandes décisions sur tout ce que tu vas faire sur les 6 prochains mois quand tu vas être motivé. Tu vas le faire plutôt quand tu vas être neutre, et quand tu vas être motivé, tu vas utiliser cette motivation, par exemple, pour faire un contenu, tu vois, ça peut être le meilleur moment quand t'es ultra motivé. Tu sors ton micro et là, tu fais le meilleur podcast de ta semaine, tu vois, ça peut être un bon moment pour faire un bon contenu. Mais tu vas utiliser ce moment-là, et puis, tu vas t'autoriser le repos. Tu vas dire voilà, je me laisse une plage horaire, par exemple tous les jours, je me laisse 3 heures l'après-midi où je fais ce que je veux. Si j'ai envie de glander, je glande. Si j'ai envie de voir des gens, je fais. Simplement, tu mets ces plages de repos après les plages d'action. Voilà, comme ça tu te laisses le temps de décompresser un petit peu.
Ensuite, j'ai une question de Valentin. Attends, parce que j'ai mon iPad en même temps, c'est pas simple. Allez, c'est parti. Non, c'est pas parti. C'est bon. Salut Antoine, je me demande ce que tu penses des super lancements Ok, attends. avec une Ouais, série d'affiliés qui touchent des grosses commissions avec des formations qui sont vendues 1000, 1500, 2000 euros. Et j'ai l'impression que tu prends le contre-pied de ce genre de formation, mais j'aimerais ton avis. Sans doute pas tout à fait objectif, mais c'est pas grave, c'est ton avis qui m'intéresse. Merci beaucoup. Alors, désolé pour les petits problèmes techniques. Je suis vraiment en mode boot scotch. C'est-à-dire que j'ai pas du tout rajouté les questions en montage. J'ai les questions en audio sur mon iPad et je mets mon iPad devant mon micro pour te les passer. Donc là, il y a un petit problème de connexion. C'est pour ça que ça a coupé au milieu. Pour répondre à ta question, Valentin, sur ce que je pense des super lancements très chers, je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Pourquoi je ne fais pas de tunnel de vente. J'en ai déjà parlé, je t'ai expliqué mon avis là-dessus et j'ai pas envie d'en reparler à chaque fois. Encore une fois, c'est deux business models qui sont assez différents et je conseille vraiment aux gens qui me suivent et qui suivent d'autres gens qui recommandent un autre business model que moi de choisir à l'avance leur business model, de choisir s'ils veulent faire des petits produits régulièrement ou de choisir s'ils veulent faire des gros lancements une fois de temps en temps. Mais j'ai déjà expliqué ce que j'en pensais, donc le mieux c'est d'aller voir cette vidéo là. Ensuite j'ai une question de Raphaël, j'espère que ça va mieux marcher cette fois-ci. Salut Antoine, juste pour te dire que ouais, moi je préfère d'écouter des podcasts globalement, mais je pense que la vidéo est plus adaptée à certains sujets. Et du coup, je me dis pourquoi choisir en fait, pourquoi ne pas de temps en temps, voilà, quand le sujet s'y prête, poster plus une vidéo. Voilà, bonne journée. Alors, ouais, pourquoi pas. Alors moi j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur deux choses en même temps. C'est-à-dire que j'ai essayé la première fois où j'ai commencé à faire des podcasts, j'avais pas envie de lâcher complètement la vidéo et je me suis dit que j'allais faire les deux. Puis au final en 6 mois j'ai pas fait une seule vidéo. Moi j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur deux choses en même temps. Quand je suis parti dans une direction, généralement je la tiens, enfin jusqu'à ce que j'en change, mais généralement je m'éparpille pas. Je reste dessus et donc là je suis parti sur le podcast. Je pense y rester longtemps parce que le podcast est vraiment, enfin là j'ai vraiment tout testé plusieurs fois. Donc, pour moi, le podcast est vraiment le format qui est le plus adapté à ce que je fais. C'est aussi le format que je préfère faire de loin. Tu vois, là il fait chaud, tu vois, je suis torse nu, j'ai ouvert la fenêtre, je suis tranquille, tu vois, j'ai pas là en train de me dire ouais, il y a l'image, faut que je sois bien soigné. Non, moi j'aime beaucoup le podcast, c'est un format que j'aime vraiment consulter, mais aussi consommer, mais aussi produire. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire les deux, c'est une bonne idée si tu y arrives, voilà, simplement. Si t'arrives à faire plusieurs formats en même temps, c'est bien, fais-le. Si comme moi t'y arrives pas, c'est pas grave, mieux vaut se concentrer sur un format et essayer de devenir bon dedans. Ensuite j'ai une deuxième question de Egon. Egon, c'était celui qui a laissé la première question, il m'en a laissé une deuxième, c'est parti. Hello Antoine, aujourd'hui j'ai une question pour toi concernant l'audience et connaître les besoins de son audience. On parle souvent de business model qui est le nôtre, qui est ne pas chercher à avoir toujours plus d'abonnés, de courir après les chiffres, mais plutôt courir après les besoins de notre audience. Moi ma question aujourd'hui c'est comment tu fais comment tu fais concrètement, quels outils sont les meilleurs à utiliser pour vraiment définir quels sont les besoins, notamment dans une thématique large comme une thématique comme le développement personnel où c'est assez vaste, tu vois, on peut autant bosser sur la confiance en soi que sur la communication, que sur la gestion des émotions. Comment tu fais clairement pour avoir des chiffres ou des données ou une data qui peut te dire si tel ou tel produit va marcher ou pas? Merci. Alors le premier outil que je pourrais te donner, c'est les sondages. Moi, je conseille vraiment aux gens de faire des sondages parce que beaucoup de gens se lancent un peu dans le business, mais ils savent pas trop à qui ils s'adressent. Et c'est important d'avoir un portrait robot de la personne qui te suit. Et ça va se construire avec les années. C'est-à-dire qu'évidemment, la première semaine, ça va être difficile de savoir exactement qui est ton audience. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Amélie a pas encore de résultats sur ses vidéos. C'est peut-être parce qu'elle ne sait pas encore exactement qui est son audience. Et c'est normal parce que c'est la première semaine. Il faut attendre un petit peu, tu vois. Il faut attendre d'avoir du feedback. Il faut attendre d'avoir. Alors évidemment, tu peux le provoquer ce feedback. Et un des meilleurs moyens de le provoquer, c'est de créer un sondage. Et t'invites les gens à répondre à ce sondage. Tu vas être étonné par le nombre de personnes qui vont répondre au sondage. Souvent, c'est aussi un bon moyen de savoir quels sont tes vrais fans, quels sont les gens qui sont vraiment engagés. Et tu vois, il y a des gens qui ont 1000 personnes qui les suivent, mais il y a peut-être 20 personnes qui vont répondre
répondre au sondage parce que tout le monde s'en fout. Il y a des gens qui ont 100 personnes qui les suivent et qui vont en avoir 50 ou 60 qui vont répondre au sondage. Ça, c'est très bon signe déjà d'avoir cette information-là. Ensuite, dans ce sondage, il y a 2 questions qui sont importantes. La première question, c'est quel est ton objectif numéro 1 dans mathématiques? Voilà, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre dans mathématiques? La deuxième question, c'est quels sont les obstacles qui t'empêchent d'y arriver? Et à partir de ces obstacles-là, tu vas pouvoir créer des formations. À partir de ces obstacles-là, tu vas pouvoir créer des vidéos qui vont davantage aider les gens à prendre conscience de la raison de ces obstacles-là, et tu vas pouvoir créer énormément de contenu. Mais même si tu prends pas de notes, rien que le fait de lire les réponses à ce sondage, déjà ça va te donner confiance en ce que tu fais, parce que tu vas voir qu'il y a un vrai marché, il y a vraiment des gens qui ont des besoins. Ensuite, ça va te donner plein d'idées. Moi, souvent, quand je lis les réponses au sondage, ça me donne plein d'idées de vidéos, de contenu ou de formation. Et puis comme tu fais des questions ouvertes, c'est-à-dire que c'est pas des questions en oui, non, tu vois, c'est des questions où les gens laissent ce qu'ils veulent, tu vas avoir des informations aussi précieuses sur comment les gens parlent de leur sujet, quel est le vocabulaire que ces gens-là utilisent, comment est-ce qu'ils en parlent, comment ils se sentent face à ce sujet-là. Les gens vont vraiment te donner leurs mots, et ces mots-là, tu vas pouvoir les réutiliser, c'est des mots qui sont importants. Donc un sondage, tu peux faire ça gratuitement avec Google Form, tu peux aussi faire ça moi j'utilise Jotform pour le faire, Jotform, mais Google Form est très bien. Et bon, c'est gratuit, t'envoies le lien aux gens et tu vois un peu le nombre de personnes qui répondent. Tu peux déjà partir de ça. Ensuite, si tu t'écoutes un petit peu, si t'as des commentaires ou que tu discutes un petit peu avec ton audience, tu vas avoir souvent des problèmes qui reviennent régulièrement. Des problèmes qui reviennent souvent, des gens qui vont régulièrement te poser les mêmes questions. Souvent, quand tu vas rencontrer les gens aussi, ils vont te poser des questions. C'est super important de rencontrer les gens, de faire des rencontres abonnés, des dîners abonnés. Alors, si t'es pas encore à l'aise avec le fait de faire une grosse rencontre abonnée avec beaucoup de monde, tu peux commencer par faire ça. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. J'en ai fait peut-être plus d'une dizaine ou une quinzaine. Enfin, c'était vraiment bien de faire ça. Je vais sûrement le reprendre à un moment, je sais pas quand. C'est que chaque semaine, je faisais un dîner j'invitais 6 personnes, tu vois. Je mettais un petit message sur Facebook. Je disais qui est dispo ce soir. Tu vois, je faisais le jour même qui est dispo ce soir pour un dîner dans un resto japonais, par exemple. J'avais des gens qui demandaient, et puis je prenais à chaque fois 6 personnes différentes à qui je proposais d'aller au resto, et donc on discutait, ça faisait des super discussions, et ça me permettait moi aussi de savoir un petit peu qui était mon audience, de mettre des visages aussi dessus, de voir quels étaient leurs problèmes, comment ils en parlaient, de voir aussi les messages, les problèmes, les requêtes qui revenaient souvent, et après, instinctivement. Et c'est ça aussi qui est bien au bout d'un moment, quand ça fait longtemps que tu es dans ce business-là. C'est que instinctivement, tu sais quels sont les arguments qui vont le mieux marcher. Instinctivement, tu sais quels sont les problèmes qui vont le plus attirer l'attention des gens. Et ces problèmes-là, c'est pas forcément ce que les gens disent parfois, c'est ce que les gens ressentent. Ça peut être des problèmes, tu vois. Je pense surtout aux thématiques liées au développement personnel, à la séduction, ce genre de choses où les gens vont pas forcément te dire quel est le vrai problème, parce que ça peut être honteux ou parce qu'ils ont pas envie de le dire, mais souvent, en grattant un peu et avec l'expérience, tu commences à cerner un petit peu ces gens-là et tu peux créer du contenu sur mesure pour ces gens-là. Ensuite, une autre technique, c'est d'aller voir sur Amazon. Tu vas sur Amazon et tu regardes les meilleures ventes en termes de livres. Alors, tu peux le faire sur Amazon France, tu peux aussi le faire sur Amazon.com, tu auras les livres américains, tu auras plus de choix. Et ça va te donner pas mal d'idées. Parce que les meilleures ventes, c'est quoi ? C'est ce qui intéresse souvent le plus de gens en termes de thématiques. Donc, tu vas aller dans ta thématique et tu vas, par exemple, je sais pas, si tu es dans le business, tu cliques sur... donc, tu as toutes les thématiques de livres, tu cliques sur business et tu vas voir les meilleures ventes et tu vas voir souvent quels sont les problèmes qui sont le plus soulevés là-dedans. Donc, ça aussi, ça peut donner des indices. Et puis, il y a les chiffres, il y a tes chiffres à toi, tes propres chiffres, tes propres data. Donc par exemple les chiffres de vente de tes anciens produits, c'est aussi un des intérêts, un des avantages, j'en parle justement dans la vidéo sur les super lancements et sur les tunnels de vente. Un des avantages de vendre des produits régulièrement, de faire des petits produits régulièrement, c'est que tu as beaucoup plus de data, tu as beaucoup plus de données. Et ces données-là, évidemment, tu vas pas les laisser dormir, tu vas les utiliser. Moi j'ai par exemple un tableau Excel, enfin sur Evernote, où je note tous les résultats de mes formations, et donc je sais quelles sont les formations qui marchent le mieux la semaine de lancement, ce qui me donne des données intéressantes parce que je sais quels sont les types de produits qui intéressent le plus mon audience. Donc au bout d'un moment, tu vas avoir tes propres données. Ensuite, dernière question, c'est une question de Michel, c'est une question que j'ai trouvée assez intéressante. Je te laisse écouter ça tout de suite. Bonjour Antoine, j'ai écouté ton podcast hier, c'était vraiment très inspirant. Je te remercie pour l'apport, le contenu, la valeur ajoutée. En fait, moi, je suis dans le domaine de l'alimentation saine et j'essaie d'éduquer mes prospects par rapport à ça et ensuite j'aimerais bien vendre des programmes. J'ai mis en place un concept novateur justement pour les aider à gérer leurs émotions par rapport à l'alimentation. Le seul souci, c'est que quand je mets du contenu qui sort
des recettes, ils adhèrent pas. Ils adhèrent vraiment quasiment exclusivement qu'aux recettes. Donc ma question c'est la suivante: comment je peux arriver à faire passer mon concept donc avec des recettes de cuisine, quoi. Je te remercie, merci de répondre à la question. Alors, moi je trouve que déjà t'as un défi intéressant là. Comment est-ce qu'on peut faire passer un concept à travers des recettes de cuisine? J'ai envie de t'aider un petit peu, te donner quelques petits conseils, j'y réfléchis un petit peu. Juste avant, je trouve qu'on a une problématique qui est intéressante et qui concerne peut-être plus de monde. C'est le fait de rester bloqué un peu dans un format. Ça arrive à beaucoup de youtubeurs notamment, parce que sur YouTube, quand tu fais beaucoup de vidéos, souvent ça arrive qu'il y a une vidéo qui décolle vraiment, et après tu te retrouves avec une vidéo qui t'apporte beaucoup d'abonnés, et les abonnés veulent du coup des vidéos comme celle-ci, mais c'est pas forcément tes vidéos préférées, c'est pas forcément les vidéos que t'as envie de continuer à faire, ou alors c'est peut-être pas forcément les vidéos qui sont importantes pour ton business. Et je pense notamment à quelqu'un là que j'ai vu en coaching il y a quelques jours, qui avait fait, donc qui parle de codage, tu vois, qui est un codeur, donc qui aide les gens à apprendre à coder, et qui parle aussi de voyage sur sa chaîne YouTube. Et à un moment, il a fait une vidéo sur comment faire pour passer en première classe, pour être upgradé en première classe dans l'avion. Donc une vidéo qui a rien à voir évidemment avec le code. Et cette vidéo a été complètement virale, et je crois qu'il a fait plus d'1 million de vues avec cette vidéo-là. Du coup, elle lui a rapporté beaucoup d'abonnés, et évidemment, ces gens-là sont pas venus pour le code, ils sont venus pour gratter des billets d'avion pas chers, tu vois. Et donc du coup, il se retrouve un petit peu coincé, où il se dit, voilà, quand je fais des vidéos sur le code, évidemment, elles font moins de vues. Mais évidemment, ma thématique à moi, c'est le code, c'est pas les billets d'avion. Donc comment je fais pour convertir un petit peu ces gens-là? Et la seule réponse que j'ai à dire, c'est tu peux pas les convertir, ces gens-là. Tu vas en convertir, certains, mais ça sert à rien de chercher à les convertir. Le mieux, c'est de les ignorer et te concentrer sur l'audience qui compte. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé moi aussi. J'avais fait une vidéo, une de mes premières vidéos YouTube, c'était une vidéo qui dénonçait une arnaque sur Snapchat, tu vois, un truc à la con. Et la vidéo avait fait genre 500 000 vues, tu vois, et elle m'avait rapporté genre peut-être 2000 ou 3000 abonnés. Sauf que ces abonnés-là, évidemment, ils avaient rien à voir avec ma thématique. Et à cause de ça, pendant des mois et des mois, j'ai eu des haters, des gens qui comprenaient pas mes vidéos, qui venaient m'emmerder et tout, et je savais pas comment m'en débarrasser. Et je sais que parmi ces gens-là, il y en a qui ont été convertis avec le temps, ou qui ont fini par être intéressés par mon sujet, qui ont fini par me suivre. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être ton cas, il y a peut-être des gens encore qui me suivent aujourd'hui, qui m'ont découvert grâce à cette vidéo-là. Mais n'empêche que c'est une extrême minorité, donc cette vidéo, elle nous sert à rien. Et c'est encore une chose qu'il faut vraiment comprendre, que je répète tout le temps, c'est que ce qui compte, c'est pas le chiffre, ce qui compte, c'est pas le nombre de gens qui te suivent, ce qui compte, c'est la qualité de cette audience-là. Tu peux avoir 2000 abonnés qui viennent d'une vidéo, si ils viennent pas de la bonne vidéo et qui sont pas abonnés pour les bonnes raisons, ces 2000 abonnés n'ont absolument aucune valeur, zéro valeur. Et ça sert à rien d'épuiser ton énergie à essayer de convertir ces gens-là. Alors maintenant, toi, j'ai l'impression, Michel, c'est pas ça ton problème. C'est-à-dire que les gens qui te suivent, ils te suivent pour des recettes saines, donc ils sont intéressés a priori par l'alimentation saine. Ce que tu me dis, c'est que ils sont intéressés par les recettes, mais ça les intéresse moins quand tu te mets en face cam et que t'expliques quelque chose. Alors ça peut être vraiment intéressant de se lancer un peu ce challenge-là. Comment tu pourrais continuer à faire des recettes, donc les vidéos qui marchent le mieux sur ta chaîne, et en même temps faire passer ton message? Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est bien sûr, évidemment, de faire des recettes qui sont cohérentes avec les valeurs que tu veux faire passer. Si tu parles, je sais pas, si tu parles de manger sainement, tu vas peut-être pas parler de la meilleure recette de pizza 4 fromages. Bon, ça, je pense qu'on est d'accord. Donc tu vas faire des recettes bien sûr qui sont cohérentes avec ta thématique. Si tu parles de cru, tu vas faire des recettes crues. Si tu parles de véganisme, tu vas faire des recettes véganes, etc. La deuxième chose, et c'est une idée que j'ai eue en regardant Casey Neistat. Tu sais, Casey Neistat, c'est un vlogueur américain. Il a vraiment réinventé le vlog. Moi, j'adore suivre ses vlogs. Je trouve ça vraiment excellent. Et ce gars-là, ce que je préfère dans ses vlogs, c'est le moment où il rentre dans son atelier, il se met devant la caméra et il fait passer des grandes idées. Il parle de choses qui sont vraiment importantes pour lui. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il aurait pu faire des vidéos où il fait seulement ça, mais il aurait jamais eu le succès qu'il a eu s'il faisait seulement ça. Et ce qu'il fait, c'est qu'il enrobe ces moments de contenu qui sont intenses, tu vois, qui pourraient être des contenus de podcast ou de vidéos face cam où tu fais que parler. Il enrobe ces contenus-là dans un vlog avec du dynamisme, avec des moments où, je sais pas, où il montre ses enfants, sa famille, où il montre ses potes, où il fait du skate à New York, etc. Et le fait d'enrober ce contenu-là, un peu comme un chocolat, tu vois, t'enrobes la noisette dans le chocolat, ça rend la noisette bien meilleure. Bah toi, imagine que tu fasses la même chose. Tu fais une recette de cuisine, puis imaginons que ce soit un gâteau, je sais pas, ou un truc qu'il faut faire cuire. Bon bah tu fais cuire le gâteau et tu dis en attendant, je vais te parler de ça, c'est vachement important, et t'expliques le truc. Et évidemment, c'est bien si c'est un rapport avec la recette. Par exemple, si tu fais une tarte crue à la tomate, bah tu peux au milieu, tu vois, au lieu de faire simplement une recette où tu t'expliques les trucs un par un, où il y a aucune, tu vois, où il y a aucun engagement, il y a aucun moment où tu fais passer un message, des valeurs importantes, et où les gens vont
simplement regarder la recette et repartir. Rien ne t'empêche au milieu de la recette de dire bon bah voilà, maintenant je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le cru, pourquoi cuisiner cru et tout ce qu'on peut faire avec ça et pourquoi c'est facile et pourquoi c'est rapide et pourquoi c'est pas si cher, etc. Et le fait de l'enrober dans une recette, c'est-à-dire dans le contenu que les gens ont envie de voir, ça va te permettre d'avoir non seulement l'audience qui vient voir ça, mais en plus d'avoir cette audience-là qui risque de trouver que ce que tu racontes est intéressant et qui risque d'avoir envie de te suivre sur le long terme. Voilà, et d'avoir envie de te suivre quand tu fais des vidéos ensuite où ce sera juste des facecam. Donc, au lieu d'essayer de supprimer les recettes et de forcer les gens à regarder quelque chose qu'ils n'ont pas envie de voir, pourquoi ne pas intégrer tes messages importants à l'intérieur des recettes? Et une troisième possibilité, c'est de faire des appels à l'action. Par exemple, à la fin de ta vidéo, tu dis, voilà, si ça t'intéresse, j'ai fait une deuxième vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi cette recette-là est meilleure que celle-là, pourquoi est-ce qu'il faut ajouter tel ingrédient et pas celui-là, etc. Et là, t'envoies les gens, par exemple, vers une autre vidéo qui va être une vidéo plus classique où t'expliques ce que t'as envie d'expliquer. Alors on arrive à la fin des questions. Juste avant de terminer, un rappel important, dans quelques heures, je supprime définitivement 10 formations du catalogue. Il y a des formations pour vivre de ses idées, pour créer du contenu qui intéresse les gens, pour construire sa marque, pour vendre, pour bâtir sa liberté. Donc si tu veux avoir ces formations, c'est un pack de 10 formations, j'ai décidé d'en faire un pack complet avec une grosse réduction sur le pack. T'as un lien qui est en description, tu peux commander ces formations tout de suite, donc il faut les commander avant dimanche soir, puisque dans la nuit entre dimanche soir et lundi, j'ai demandé à Félix de retirer ce pack définitivement. Donc tu cliques sur le lien avant dimanche soir, tu peux commander toutes les formations, donc c'est 10 formations, c'est plus de 20 heures de formation, et ensuite elles vont arriver dans ton espace membre. Alors j'ai reçu cette question par mail, donc je tiens à le préciser, quelqu'un qui m'a demandé combien de temps est-ce qu'elle reste dans l'espace membre. Elle reste dans l'espace membre pendant à vie, tu vois, c'est pas quelque chose c'est pas limité, je vais pas les supprimer au bout de 3 mois. La seule chose qui risque d'arriver, c'est que je sais pas, dans 2 ans par exemple, je décide de changer l'espace membre, de l'héberger autre part par exemple, et à ce moment-là, bien évidemment, le support sera toujours disponible, et tu pourras m'envoyer un mail en me disant tiens, j'aimerais bien garder les formations et je te les enverrai individuellement, comme ça tu pourras les avoir. Donc un pack de 10 formations qui va être retiré du catalogue dimanche soir. J'ai déjà reçu 46 commandes à l'heure où j'enregistre ce podcast, 46 commandes en 4 jours, en plus des élèves qui avaient déjà suivi ces formations-là avant. J'ai aussi ajouté un truc, alors moi je suis pas forcément fan de ça, mais on me l'a beaucoup demandé, donc il y a la possibilité de régler en 3 mensualités. Et tout sera retiré dimanche soir ou au plus tard lundi matin. Donc encore une fois, tu as le lien en description. Je pense que tu en as déjà profité si tu le voulais. La plupart des gens qui le voulaient ont pris. Donc on se retrouve tout de suite dans le pack de formation, dans le pack classique. Et la semaine prochaine, dans les prochains podcasts. En attendant, n'hésite pas à m'envoyer des messages sur le répondeur pour que je puisse faire une autre vidéo, un autre audio comme ça si ça t'intéresse. Et moi je commence à fatiguer, ça fait déjà 46 minutes. À la prochaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.